2025. Et c'est une première, c'est un livre de poèmes traduit dans les 4 langues nationales, dans le même livre. Une première vraiment, oui, un ouvrage unique qui a attiré mon attention puis mon admiration. Je le lis presque, en tout cas 2-3 fois par semaine, je le parcours. Denise Luxemberg, éditrice bien connue à Genève, en est l'une des principales artisanes. On le sait, toi Denise, avec ta sœur jumelle, Claire Krenbull, vous avez géré votre maison d'édition, les éditions Samizdat, pendant 25 ans, de 1992 à 2017. Et vous avez publié 137 titres, dont 80 poèmes. Toi-même, poétesse, tu as déclaré lors d'une interview: dès ma jeunesse, je n'ai pas attendu de la poésie qu'elle sauve le monde ou l'enjolive, mais qu'elle le rende habitable en célébrant la beauté. Alors, Denise, tu as édité avec Samizdat 80 poèmes, tu ouvres une nouvelle maison d'édition, les Troglodytes, on en parlera tout à l'heure, et tout récemment, tu deviens membre du comité de la Maison suisse de la poésie. Avec Sotige, Borel, excuse-moi, écrivaine, vous publiez en mars de cette année 7 ouvrages de 25 poèmes écrits par Tina Planta-Vital, poétesse romanche, ouvrage comportant les traductions donc, de ces poèmes dans les 4 langues nationales. Je répète le titre: Toquer l'horizon ou toucher l'horizon. Alors, ma première question, pourquoi cette idée, pourquoi cette réalisation? Eh bien, quand Xochitl Borel a réalisé son rêve de lancer une maison d'édition, une maison de la poésie, elle voulait rassembler, réunir des personnes qui représentaient les 4 langues de notre pays. Et comme elle avait travaillé aux éditions de l'Air, mais aussi aux éditions d'en bas, où elle avait publié une anthologie romanche avouée, elle savait que j'étais touchée par le romanche. Elle m'a demandé de représenter cette langue. J'ai accepté, mais provisoirement, parce que je trouve que c'est dommage de ne pas demander aux romanches eux-mêmes de présenter leur culture et leur langue. Ce qui fait que lorsque, en 2024, il y a eu le vernissage de cette maison de la poésie dans les combles de l'ancienne prison de Vevey, j'ai demandé à Tina Planta-Vital de faire le voyage depuis le fond du Val Mouchtaïr à Fuldera, où elle habite, pour nous rejoindre. Et ce qui fait que lorsque c'était au programme de créer, de lancer, disons, de publier un livre en 4 langues, eh bien, c'était évident qu'on allait demander à Tina Planta-Vital. Et c'est la question que je voulais te poser, tout d'abord, justement, concernant cette poétesse. Comment l'as-tu découverte? Quelle sorte de poétesse? Comment qualifier ses poèmes? Qu'est-ce qui te plaît particulièrement dans ses poèmes? J'ajoute que ce livre est très bien fait. Il y a même la biographie, naturellement, de la poétesse, mais aussi des traducteurs. Alors, dis-nous tout sur Tina Planta-Vital. Alors, Tina Planta-Vital, je l'ai rencontrée à Neirs, près de Schkuol, en Acadie, lors d'un festival qui s'appelait Bestial. Bestial Animals. Et c'était un festival de littérature romanche sur le thème des animaux. Et là, elle a lu un certain nombre de poèmes qui m'ont beaucoup touchée. Et comme nous avions une petite collection de monographies d'auteurs romanches dans notre maison d'édition Troglodyte, je me suis dit qu'on pourrait inclure des poèmes de Tina Planta-Vital. Et c'était un livre qui, elle m'a envoyé un certain nombre de poèmes qui parlaient d'animaux, justement, et elle l'a intitulé Stitsis Askrujan. Stitsis Askrujan, ça signifie des traces qui se croisent. Et voilà ce qu'elle disait à propos. Voilà, j'ai un petit peu de peine à ouvrir mes pages, mais enfin je vais me débrouiller. Alors voilà ce qu'elle disait.
j'aimerais évoquer les traces visibles ou invisibles laissées par les bêtes comme par les humains. Rappeler que nos chemins et nos actes se croisent, s'influencent réciproquement. Mais suggérer aussi en filigrane les relations, la responsabilité des uns envers les autres, comme envers la nature et l'environnement. Voilà donc ce qu'elle disait. Qu'est-ce que tu voulais Oui. dire sur Alors, j'ai lu qu'elle avait une passion pour le vivant, donc une relation avec la nature quasi mystique, et puis elle vit avec une ferme, je ne sais plus où, mais avec des ânes et des moutons. 37 ânes. Non. Et puis, Bon, c'est des vieux ânes parce qu'il y a une sorte de maison de retraite pour les ânes. Il y a peut-être des jeux de ânes, mais moi j'ai surtout vu les vieux. et puis, donc, elle fait aussi des collages. Ouais, elle fait aussi des collages et justement le petit livre qu'on avait publié et qui est aussi en vente pour le prix de modeste de 10 francs, eh bien il est illustré par des collages de Tina Planta Vital. Mais j'aimerais quand même que tu reviennes un peu d'où te vient cette passion pour le roman. Alors, eh ben, je vais vous chanter quelque chose. Oh, d'accord. Ce faci cu rondulin, ora som sin quel manzin. Ce faci cu rondulin, ora som sin quel manzin. Oh la la, ora som sin quel manzin. Alors, ma passion. Ma passion pour le romanche, c'est une histoire d'amour. Une histoire d'amour double, d'abord avec une langue et ensuite avec un homme. C'est Alors, parfait. ça a commencé en 1964. Longtemps. J'étais alors maîtresse d'école, comme on disait, à Lignerolles, dans le Jura vaudois, près de Balègue. Et un jour, je reçois le journal Coopération, qui existe toujours, qui était beaucoup plus culturel à l'époque, et il y avait un article sur la littérature rhéto-romane ou romanche. Et j'ai lu ça. Et il y avait un écrivain qui s'appelait Klabieft, un autre qui s'appelait André Peer. Et je trouvais ces noms extraordinaires. Pour dire la fenêtre, on disait Vaneshta. Pour dire l'amour, on dit l'amour aussi. Bon, enfin, mais j'ai aimé cette langue. Et cet article de coopération, il était signé par Gabriel Mutzenberg. Je savais que cet homme avait vaguement affaire avec les grisons, mais je ne le connaissais pas du tout. Et j'ignorais encore que dans quelques mois, années, enfin pas très longtemps après, il allait devenir mon mari. Bon, quand même plus d'une année après. On n'a pas tellement le sens du temps. Voilà. Et alors, bien sûr, avec lui, nous avons parcouru les Grisons en long, en large, fait des séjours. Et un jour, à Sainte, en passant sur un pont, eh bien, je raconte ça dans mon petit livre Jember Jamblin, qui est inauguré à les éditions Samizdat. Eh bien, j'ai eu un poème qui m'est venu en romanche. Comment je parlerai romanche. Donc voilà, c'est une histoire d'amour. Oui, qui dure depuis Longtemps. Oui. 1964, ça fait longtemps. Oui, oui, vraiment. J'ai lu que le romanche était devenu officiellement langue nationale en 1937. Ça fait 88 ans. Alors, il faut bien se souvenir, c'était du temps de l'irrédentisme italien, que Mussolini a dit, oh, ces gens là-bas, au sud de la Suisse, ils parlent une langue qui ressemble à l'italien, et alors ils vont faire partie de l'Italie. Et le peuple suisse, à 98%, a voté pour que le romanche devienne la 4e langue nationale. Bravo, bravo. Et justement, je viens aussi à la question qui me tarabuste, tu n'y as pas encore répondu. Qui a eu cette idée? Parce que vous voyez, vous avez les poèmes,
pleine page les 4 langues nationales. Qui a eu cette idée? Moi, je crois que c'est en discutant avec Xochitl, on a décidé de faire comme ça. Et je crois que c'est une première. D'ailleurs, je vais demander à Anne-Laure de bien vouloir lire une lettre que Elisabeth Baum-Schneider a adressée à Denise Mutzenberg il y a 15 jours. Berne, le 17 octobre 2025. Madame, votre aimable lettre ainsi que les 2 livres me sont bien parvenus et je vous en remercie. Je suis particulièrement reconnaissante que vous ayez porté à mon attention votre travail qui contribue à nourrir la réflexion sur un sujet aussi essentiel que le plurilinguisme, véritable richesse et pilier de la cohésion nationale dans notre pays. Je me réjouis de prendre le temps de découvrir vos publications plus en détail et vous prie d'agréer, Madame, mes respectueuses salutations. Bien à vous, Elisabeth von Schneider. Bon, quand même, pour être vrai, il faut dire que sur Denise, j'aurais jamais eu l'idée de lui envoyer. C'est Denise qui m'a trouvé l'adresse. J'étais chargée de communication autrefois, donc voilà, ça me donne des idées encore. Mais justement, c'est pour ça que je pense que c'est unique. J'ai essayé de faire une recherche sur Internet pour voir s'il y avait eu en Suisse une publication qui comporte les 4 langues nationales au sein même du livre. Je n'ai pas trouvé. Alors, tu n'as pas bien cherché. Parce qu'il y en a quand même une, ça s'appelle Sur le fil, et c'est des poèmes de Jacen Andri en romanche. Mais je pense que c'était confidentiel. Tu n'as pas trouvé. Merci beaucoup. Et j'ai lu justement dans cette même veine des journalistes comme par exemple Catherine Cochard dans la Tribune de Genève du 23 septembre qui dit « Si le fameux mythe du plurilinguisme suisse est utile, c'est parce qu'il a permis de définir un projet politique unique. » Alors donc, sans le vouloir peut-être, je ne sais pas si tu fais de la politique, mais peut-être, ah oui, eh bien, tu contribues au projet politique unique qu'est notre confédération. Car Catherine Cochard dit bien, et j'y avais jamais pensé, que apprendre plusieurs langues, c'est acquérir les clés plusieurs langues au sein d'un même pays. Donc, c'est acquérir les clés d'un univers culturel, c'est comprendre l'implicite, le non-dit, l'humour chez les Suisses allemands, et surtout bâtir un lien de confiance. Eh bien, bravo pour cette réalisation. Je pense qu'on devrait tous en acheter pour les offrir aux amis de passage, pour montrer que nous sommes fiers d'avoir 4 langues nationales. Mais j'aimerais encore te poser une autre question dans un autre domaine. Je sais qu'au Salon des petits éditeurs, tu vas présenter Poème de l'œil avec des illustrations. Qu'est-ce que c'est que ça? Poème de l'œil. Eh bien, maintenant c'est le coude, oui, mais je n'écrirai pas sur mon bras parce que Ramu a déjà écrit un livre extraordinaire qui s'appelle Une main. Ah oui. Par contre, oui, je sais qu'il y a des gens qui... Il me semble même que Jean-Michel Olivier a écrit un recueil Miel qui de parle l'ours. d'œil. Mais moi, c'est assez spécial parce que pendant 3 ans, j'ai eu des décollements de rétine, et j'ai eu de plus en plus de problèmes avec cet œil, avec lequel je ne vois pas très très bien, je vois même tout comme ça un peu. Et une nuit, alors que je devais avoir la tête en bas toute la nuit, j'ai eu une douleur très forte et puis j'ai eu envie d'écrire quelque chose. Parce que je me suis rappelé d'un poème de René Char qui disait « J'habite une douleur ». C'est beau ça. Alors je me suis dit « Ah mais je vais essayer d'habiter cette douleur ». Alors je me suis fait toute petite, je suis entrée dans ma douleur, après je l'ai un peu ouverte comme ça, elle est devenue moins aiguë, et puis c'est devenu un poème. Et puis je me suis rendu compte aussi qu'avec nos problèmes, on peut faire un poème. Il suffit d'enlever le B, le R et le L, enfin 3 lettres, et vous avez poème. J'ai pas compris. Essayez. Vous prenez le problème, il fait 3 consonnes, et puis vous trouvez poème. Alors voilà, faites des poèmes avec vos problèmes. Vous verrez, ça m'a beaucoup mieux. Et maintenant,
j'ai trouvé aussi une merveilleuse illustratrice qui s'appelle Alexia Tourlin, ou Tourline, je crois que c'est Tourlin. Et ce livre va paraître au Salon des petits éditeurs en même temps que le livre de Claire, le Gap, le Galop. Aussi avec des illustrations. Oui, avec des illustrations en couleur d'une amie française. Bien. Mais pas autant d'illustrations. Il y a, Denise, c'est vraiment un dialogue avec Alexia. Ah, voilà. Donc là, c'est pas du tout des illustrations, mais c'est des contrepoints. Il y en a 4, mais elles sont en couleur. D'accord. Alors, vraiment, c'est vraiment la fête déjà au salon des petits éditeurs, mais aussi toujours avec votre nouvelle maison d'édition. J'ai vu plusieurs réalisations qui m'ont beaucoup plu. Mais revenons à Tina Planta-Vital, qui a vraiment des poèmes qui m'ont, moi, séduit. Tu ne les qualifies pas, mais on pourrait dire, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Quel genre de poésie est là? Une poésie lyrique, une poésie... Ouais, alors moi, je ne qualifie pas tellement la poésie, Oui. mais ce que j'ai aimé dans sa poésie, c'est non seulement ses thèmes qui me rejoignent très profondément sur cette communion avec la nature, pas seulement les bêtes, mais toute la création, mais c'est aussi sa musique. Et moi, j'aimerais quand même vous lire mon préféré. C'est aussi le préféré de Claire. Ah oui. Écoutez ça. B. d'Abassine. Il krabbet dals Caravage dal Fortuna. Il chouchouri dal bal das libelles. Las corsas das formias. Momentins de Berlin. Il chantinar das dialas da code. Et moi je trouve que ce roman, c'est une langue enchanteresse par sa musicalité, par ce côté chantant qu'on a dans l'italien, mais avec aussi ce côté un peu rauque qu'on peut avoir dans le portugais ou dans l'espagnol parfois. Et puis alors, il fallait traduire. Alors, avec Claire, on se posait la question, Debeline, ça veut dire tout faible, tout faible. Et ça n'allait pas dans le poème, tout faible, tout faible. Et on a trouvé tout petit, tout petit. Et ça, voilà. Ah, merci. Alors, comme c'est la fête de la poésie ce soir, on va maintenant se régaler parce que Anne-Laure et toi-même, vous allez lire 5 poèmes de Tina Planta-Vital. Alors, on vous écoute. Le soleil. Le soleil jette les étoiles sur le lac qui est aussi ciel. Mes vœux pour toi flottent d'étoile en étoile. Le vent caresse notre amour. Il sulai buta steiles sulai scidescel. Mais bunjavus pertai, wondagian da steila a steila. Il vent charezza nos amor. In cerca, En quête, lichadas sur las natas da passa, deliberejan temas et dubis. les caresses sur les cicatrices du passé libèrent des peurs et des doutes. L'armas bonian la terra, perquet ci vulcreger. Les larmes baignent la terre pour ce qui veut croître. Cruzlas d'expectativas rompen. Les coquilles des attentes se brisent. Il nauv asplecha aur da l'œuf. Le neuf se dégage de l'œuf.
On dit maintenant que c'est un mélange de suisse allemand, hein, le romanche. C'est une langue latine. Hein. Mais il y a beaucoup de gens qui ont dit ça. C'est un bobard. Voilà. Tu veux dire suisse allemand? Oui, des gens disent que c'est un mélange de suisse allemand, de français, Ouais, d'italien. c'est ça. Non, c'est une langue latine comme l'espagnol, comme le portugais, comme le français. Voilà, on continue. Comme le catalan. Non, c'est moi, non, c'est pas. Tout autour, blé, entre eux, dansent les coquelicots. Splendeur de velours rouge qui caresse les épis. L'amour mûrit sur le champ. Intorno ed intorno, grana, tant rein ballant papavers, bellezza aur da valucotchen, charezza las spias, amour madura sul chomp. Vision. Dans la matrice de la terre croît le nouveau. Illa madra dalla terra, cresce il nauve. Les douleurs de l'enfantement commencent. Las döljas gemeinsam. Les étoiles se dévoilent, le ciel s'ouvre. Steiles aspalaintan, il ciel astriva. La naissance est pour bientôt. La nascenza sarà ben bol. Le pavot. Le pavot s'est ouvert de nuit. Sa beauté couleur de feu allume en moi le désir de m'ouvrir comme lui de nuit. Espoir de pouvoir être ta surprise, ton cadeau. Il papaver s'arrivi sur notte. Sia bellezza il la couleur dal feu, vu dalla brama dam rivir. Sco el sur notte. Spranza da pudair esser, tia surpresa, tais regal. Toquer l'horizon. Merci, Denise. Merci Denise. Je me mets là parce que je dois me mettre là. Alors, bonsoir à chacun, chacune. Je suis très heureuse de vous présenter ce soir Claire Krenbuhl, la sœur jumelle de Denise Mutzenberg. On les imagine inséparables l'une de l'autre. Elles écrivent depuis longtemps et éditent ensemble. Elles ont publié un livre sur leur gémellité qui porte le titre « Le livre des jumelles » ou « Le piège du miroir ». On peut y lire à la page 90 les paroles d'une chanson qu'elles chantèrent dans leur jeune temps quand elles s'appelaient encore les Sœurs au berceau. Non, au Berlin. À Berlin. J'ai dit au berceau. Pardon, au berceau. Pas faire sourire, hein. Pourquoi je me suis trompée? Bon, toutes mes excuses. C'est des Bernoises, au berceau, c'est vaudois. On est au Bernois. Sœurs couvertes d'une même lierre, comment nous déprendre du lien qui nous retient? Comment devenir singulière? Qui veut que nous nous divisions? C'est si chaud
la fusion. Si toutes les deux elles ont écrit et chanté très tôt, elles ont aussi eu chacune une vie bien remplie. Claire, tu as commencé à écrire des poésies vers l'âge de 9 ans, tout en dessinant beaucoup. Tu as fait les beaux-arts à Lausanne et tu t'es initiée à la gravure aux États-Unis. Une exposition t'a été consacrée à Lausanne alors que tu publiais ton premier recueil de poèmes intitulé « Du miroir, la ronce ». Et puis, dans un tout autre domaine dans lequel je ne t'imaginais pas du tout, tu as passé un diplôme d'infirmière. C'est Wikipédia qui m'a chuchoté tout ça. Et que tu aurais même rencontré ainsi ton mari. Non. Ah bah alors, non, mais ça fait Wikipédia, c'est trop bien. Wikipédia, c'est pas une source. C'est pas non, c'est pas une source fiable. On est d'accord. Oui. Non, il est là, de toute façon. Mais dans le domaine qui nous occupe ce soir, la poésie, j'ai vu que tu avais publié beaucoup de recueils de poèmes et reçu en 1992 le prix Louise Labbé. En 2015, celui des écrivains vaudois pour l'ensemble de ton œuvre. Tu mêles l'écriture au dessin, aux fortes et collages, et publies aussi de la prose avec des contes érotiques. Est-ce juste tout ça? C'est vrai, il y en a eu. Voilà. J'aimerais ajouter que Denise et Claire furent toutes deux mes éditrices au joli temps des éditions Samizdat, et dont le stock fut même logé dans l'atelier de mon fils charpentier. Les auteurs de Samizdat sont désormais un peu orphelins de vous deux. Mais décidément, faire des livres leur tient tant à cœur que les voici une fois de plus réunis au sein de la toute petite maison d'édition, les Troglodytes, qui sont spécialisés dans la poésie écrite en romanche. Mais bien qu'à ma connaissance, Claire, au contraire de Denise, n'écrive pas en romanche, elle y a publié plusieurs recueils de poèmes. Et au printemps 2024, des petites histoires qui nous racontent de manière piquante et drôlatique les épisodes de la vie d'une poétesse à peu près inconnue et prénommée Louise Bottu. Il s'intitule « Louise, le retour ». Pourquoi le retour? C'est qu'avant ça, Claire avait publié un recueil sur Louise qui s'appelait « Histoire de Louise » et publié chez Samizdat, mais très vite épuisé. C'est à ce moment-là que j'ai pris connaissance de cette Louise. Ces petites histoires m'ont tout de suite séduite et je les ai lues avec un immense plaisir. Et tellement de plaisir qu'arrivée à la fin, j'avais pas du tout envie de me séparer de Louise. Avec ses réflexions pointues sur le monde, ainsi que ses cachotteries cocasses. C'est pourquoi je suis revenue à la première page et j'ai tout lu une deuxième fois depuis le début. Évidemment, je me suis beaucoup réjouie de l'apparition de Louise, le retour. Je vous propose de sauter tout de suite dans le texte pour faire sa connaissance. Mais juste avant, dis-nous Claire, comment et où tu as rencontré Louise? Déjà, dans le train, comme j'étais morte de trac, je me suis dit, oh, si c'était plutôt Louise que moi qui parlais, on pourrait lui demander quand elle m'a rencontrée. Puis quand même, non, elle n'avait pas de réponse. Alors je suis revenue, je me suis dit tant pis pour le trac, et je vais vous montrer où je l'ai rencontrée. Quand je dis que c'est autour de 1900, qu'est-ce que j'ai dit 1900, attends, non, 1998. Mais je ne suis pas sûre que ce soit 1998. Mais si on compte, il y a quand même quelque chose. Si on compte l'apparition des histoires de Louise, donc, qui ont paru en 2011, et celle de Louise le Retour en 2024, entre comment
ma rencontre avec elle et la première sortie, ça faisait 13 ans. Et entre la sortie de 2011 et 2024, il y avait de nouveau 13 ans. Donc, c'est des gestations assez longues que je ne m'explique pas, parce qu'en fait, elle est toujours avec moi. On ne se quitte pas. On est un peu comme des siamoises, et je ne sais pas ce qui s'est passé pendant ces 2 fois 13 ans. Alors, je vais vous lire où je l'ai rencontrée. C'était à l'avant-dernière page de ce livre de Pinget qui s'appelait Monsieur Songe. Et j'arrive à cette avant-dernière page, la 135, qui dit « Monsieur Songe, au cours de sa promenade du matin, rencontre un jour Louise Boitu, la poétesse. Elle est toute déjetée, boiteuse et tremblotante, par exemple. C'est ainsi qu'il apprend que Louise Boitu va mettre sous presse un nouveau recueil de poésie. Elle en parle comme de sa première communion avec des accents pathétiques. Il n'y est question que de lever de soleil, d'oiseaux bleus, de fleurs et d'amourettes, etc., etc. Bon, pourquoi est-ce que je me suis identifiée à elle? Parce que j'écris pas tellement sur les levées de soleil, peut-être les couchers, les oiseaux bleus, non, plutôt les merles, les amourettes. Bon. Mais quand même, ce nom m'a tellement plu, et cette personne, elle ressemblait à des messieurs, des messieurs qui avaient été créés par des écrivains. Alors, il y avait Monsieur Songe de Pinget, il y avait Monsieur Plume de Michaud, il y avait Monsieur Buvard de Voisard, Monsieur Palomar d'Italo Calvino, et je trouvais toujours ces hommes qui me plaisaient énormément, qui étaient un peu à côté de qu'est-ce qu'on dit là? Pas à côté. Et je me suis dit, pourquoi il n'y a pas de femmes? Vous êtes d'accord qu'il y a beaucoup de femmes dans le monde, hein? Et pourquoi il n'y a que ces hommes qui ont ce côté, ce caractère un peu spécial? Alors je trouvais que Boitu allait très bien avec. Voilà. Alors, je vais laisser la parole à Anne-Laure, qui va nous lire les 3 premières pages de Louise Le Retour. Nom de plantes, de plumes et d'oiseaux. Sa voisine de gauche s'est penchée vers elle. Et vous avez déjà publié quelque chose? Petit silence. Sous quel nom? Sous le mien, répond Louise. C'est drôle que pas une fois, pas une seule, elle n'ait l'idée de se donner à brûle-pourpoint le beau nom de plume qu'attendent les gens. Claire Dupré ou Aurore Dupin. Et peut-être qu'au pseudonyme emprunté plutôt qu'inventé, la dame, l'œil dans le vague, aurait murmuré « Ah oui, ça me dit quelque chose. » Mais là, Louise Boitu, ça ne leur disait rien. La dame retourna prudemment à son assiette et Louise à la sienne. L'arrangement des petits légumes semblait intact. Voilà pourtant des heures qu'elle croquait sa julienne. Elle soupira. Le monsieur d'en face, un Américain, lui avait demandé si elle enseignait à l'université. Non. Il s'était alors tourné vers une dame qui devait avoir dit oui, ou autre chose d'intéressant. Une dame avec de la conversation ou des seins éloquents. Parfois, on insistait, curieux, un peu confus. Une poétesse, c'est comment? Elle était confuse de leur confusion, avait honte pour eux d'être si peu connus. De peur qu'on aperçoive sur son visage les pensées frémir comme un éventail ouvert, elle gardait les yeux baissés, mais elle sentait que l'éventail était pourpre, que les palmes bougeaient sur ses joues et le silence n'arrangeait rien. Alors vite, vite, entre 2 bâtonnets de carottes et de céleri, elle leur jetait des mots, des mots, des mots, des mots, comme une sèche lâche son encre.
Vous qui êtes poètes à vos heures, si vous nous donniez quelque chose pour notre page du mercredi, un sonnet, quelques alexandrins, juste un petit quelque chose. Avec plaisir, s'entend répondre Louise qui bondit à l'intérieur. À mes heures, mes heures. Elle qui vit en poésie depuis toute petite, comme tous les enfants d'ailleurs. Mais Louise, elle y est restée, en poésie. Passagère, se dit-elle, clandestine, oui, de ce bateau fantôme. Ce cargo qui transporte quoi? Ceux qui pensent, elle écrit, cette petite bottue, mais est-ce qu'elle a quelque chose à dire? Sur leur front, elle voit ce P entre les yeux, là où se trouve l'aride verticale du soupçon. Vous écrivez de la poésie? Leurs sourcils se haussent. Eh bien, qu'ils pensent ce qu'ils veulent. Heureusement qu'il y a l'autre Louise. Longtemps, elle a détesté en secret ce prénom de poire et de vieille tante, sans rien dire pour ne pas chagriner sa mère. On l'appelait Louison, elle aimait ça. Louisette l'aurait fait frémir. Heureusement, il y a l'autre, la belle Cordière et ses sonnets brûlants. Elle l'aime avec la familiarité que lui donne leur prénom commun. Elle, qui fait la traversée à fond de cale, ose aimer comme une sœur cette voyageuse des ponts supérieurs. Un petit article pour la page du mercredi? Un petit poème entre les mots croisés et l'horoscope de la semaine? Mais oui, avec plaisir, s'entend-elle dire. Le plaisir sera pour moi. Oh, ça parle de vieilleries comme l'amour, la mort, le feu, l'herbe et l'eau, l'ortie, l'épervière, la première jonquille de la 62e rue, le visage au fond du puits. Oui, et puis, ça parle d'enfantillage, la première peluche perdue et toutes les pertes à jamais, doudou, cailloux, bijoux. Oh, les boucles d'oreilles dépareillées, les chaussettes toujours veuves, les lettres d'amour qu'on égare, les écharpes, les rêves et lunettes, les clés. Les mouchoirs, on ne les perd plus, on les jette. Et les épingles doubles, qu'on appelait les imperdables. Ça parle des épingles perdues, de tout ce qui a disparu inexplicablement. Et ça parle de ce qui existe. Comme quoi? Comme l'enfance, la mort, comme la terre mouillée du jardin, les orages, les merveilles qu'on mange, le chat qui dort enroulé comme un escargot, la soif qui ne passe pas, le temps qui ne passe pas, qui passe trop vite ou trop lentement, la vie trop courte et le jour trop long, les heures trop lentes quand on a mal, quand l'autre est loin. Ça parle de ça, ta poésie? Alors voilà le décor planté. J'ai envie de rebondir sur la phrase « Une poétesse, c'est comment ?» As-tu une réponse? Alors bon, rebondir, moi j'ai qu'un petit saut à faire parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire, sauf que les poétesses, une poétesse, c'est comme les non-poétesses. Il n'y a pas une poétesse, il y en a 100, 1000, peut-être 1000 depuis la nuit des temps, peut-être. Louise Labbé, par exemple, donc la belle Cordière dont on vient de parler, Louise Labbé, Emily Dickinson, l'américaine, Marina Tsvetaeva, la russe, Tina, Denise, Frédéric, puis je suis sûre qu'il y en a aussi d'autres, là, il y en a beaucoup, il y a Huguette, bon, il y a beaucoup de poètes, voilà. Alors, en quoi ils se ressemblent? Elles se ressemblent, pas parce qu'elles aiment les mots, ou ils aiment les mots, c'est la seule chose. Voilà. Merci. J'ai aussi envie de te demander si Louise te ressemble. Un peu, beaucoup. Bon,
Alors, hein? Alors, dans les histoires de Louise, je lui ai donné beaucoup de moi, des souvenirs d'enfance, son vocabulaire. Tu vas rien lire, hein, du vocabulaire. Non. Bon, alors je peux dire 2 mots du vocabulaire de Louise quand elle était petite à la maison. Ah oui. Où est-ce qu'on disait? Non. Je sais pas bien. Pardon. Bon, bah, quand elle était petite, on disait des choses comme la panosse. On dit aussi la panosse, Oui, à oui. Genève. On disait un tabouret, on disait un placard, on disait toutes sortes de choses qu'on ne dit pas dans le français de France. Et on disait une chose, je ne sais pas si on disait aussi ça à Genève, quand vous étiez petit, si vous êtes, on disait oh, c'est mal fait. Ça dit quelque chose. C'est mal fait. C'est jurassien aussi. Quand on était triste, alors Louis, je sais que Louise, quand on lui disait c'est mal fait, elle allait pleurer au cabinet. Voilà. Parce que, je crois, je ne sais pas si je l'ai écrit, mais. Alors, en quoi est-ce qu'elle me ressemble? Bon, elle aimait les mots, comme moi. Elle a une préférence quand elle écrit pour le rythme impair, donc 5, dans ses vers. Elle les compte sur les doigts, comme moi. Je ne sais pas compter autrement que sur mes doigts, mais des fois c'est long. Elle a un peu trop d'imagination. Elle a un peu beaucoup de ma phobie sociale, que peut-être que vous ne voyez pas ici, parce que il y a une histoire là-dedans, dans Louise le Retour, où elle dit que quand elle sort de chez elle, ça la met hors d'elle et elle ne peut pas y rentrer. Et quand elle ne peut pas rentrer en elle, il faut bien qu'une sorte de double vienne remplir, disons, cette enveloppe qu'elle a quittée. Et cette double, elle est extrêmement bavarde. Et on ne peut pas l'arrêter quand elle commence, parce que c'est comme c'est en fait comme une sorte de protection, de bouclier, un bouclier de parole. Donc là, en ce moment, il y en a une, on ne sait pas laquelle, si c'est Louise ou si c'est moi, mais elle a vraiment un bouclier de parole. Voilà. Il dit quand même à la maison, parce que c'est bien. Ah, Denise voudrait que je lise à la maison. Oui. Alors, à la maison, quand Louise était petite, on ne disait pas « je hais », on disait « je déteste ». On ne disait pas « laid », on disait « lilas ». Le brun n'était pas encore marron. Le bordeaux s'appelait grenat. À la maison, beaucoup de mots n'étaient pas dits et n'avaient d'existence que dans les livres ou à l'école. À la maison, il y avait des tabourets, des tablards, des cabinets, des cornets, des lavettes, des linges, des panosses, des pattes, des barjacs. Quand elle était petite à la maison, on parlait une autre langue. On n'osait pas dire « je suis triste ». Mais si quelqu'un l'était, on disait « c'est mal fait ». Louise, qui l'était souvent, s'enfermait au cabinet. Je l'avais écrit, j'avais oublié. Pour pleurer sans faire de chagrin à sa mère, le mot chagrin était permis. Maman disait « debout les morts ». Papa disait « je vais à Piogre ferrer les mouches ». Et Louise se taisait. De poétesse un peu timide, Louise peut aussi nous surprendre avec des pages où elle se montre plus audacieuse. Alors, tu peux nous lire? Alors, escapade. Elle n'a pas l'étoffe d'une maîtresse, elle le sait. Elle n'a pas l'air ni la chanson. Les paroles, peut-être. Elle n'a pas l'air d'avoir un amant, mais lui n'a pas l'air d'en être un. Cette double invraisemblance lui plaît. Qui, à la voir sur le quai,
devinerait la guêpière sous le manteau gris et les pas à large dentelle, le bout de peau nu en haut des cuisses. Qui devinerait? Qui pourrait imaginer ce qu'il appelle leurs escapades? Elle-même n'a-t-elle pas cru, juste avant qu'il ne le précise, qu'on parlait des îles Borromée, par exemple, ou du lac de Caume? Quelque chose comme ça. Mais ce n'était pas du tout ça. Et quand elle y pense, elle en rougit encore. Pourtant, elle n'est pas prude, ni même fière. Un exemple, l'autre jour, en gare de G, échevelée, le châle défait, claudiquant, les bagages en pagaille, retenant ses jupes d'une main, chacun pouvait voir qu'elle était aux trousses d'un monsieur pressé. Elle l'a rattrapé au pied de l'escalier roulant. Le monsieur alors l'a empoigné. Ils montèrent tout emmêlés, célébrant là sur l'escalator la plus brève des messes, échangeant la coupe et l'hostie. Vite, vite, ceci est mon corps, ceci est mon sang, touche, prends. On eût pu craindre un instant de les voir projetés tout emmêlés sur la plateforme. Mais ils se déprirent à temps et accostèrent séparément pour se précipiter sur la voie 6 où le train était prêt au départ. C'est pas moi. Là, Claire, je ne vais pas être impolie et te demander si Louise te ressemble. Mais tu nous racontes un peu plus loin la valise cachée sous le lit où l'on s'imagine avec gourmandise ce que Louise peut bien conserver ainsi. Mais on n'en saura guère plus, si ce n'est qu'il y a dedans des mots dont elle se délecte et qu'elle garde précieusement pour les écrire sur une page future. Mais aussi des lettres d'amour, sans aucun doute. Peux-tu encore nous raconter des choses sur Louise? Qu'aurais-tu à nous écrire sur elle? Là, alors, voyons, rien ne me vient vraiment à l'idée en tant que révélation. Les lettres, elles dorment encore. Elles dorment toujours. Donc les lettres dans leurs enveloppes, hein, dans la valise et sous le lit. Elles y sont toujours. Peut-être qu'elles attendent le baiser du prince charmant. Mais il est mort, le poète. Vous vous souvenez? Gilbert Bacot chantait ça. Mais il est mort, le poète. Et voilà. Il est mort. Donc, la valise est toujours sous le lit, bien fermée. Peut-être qu'elle aimerait partir en voyage pour retrouver les lettres de Louise, parce qu'il y a les lettres de l'amant, mais les lettres de Louise doivent bien être quelque part. Mais la valise, elle n'a pas de roulette, donc je devrais la porter comme ça, et j'aime pas voyager, donc on oublie. Par contre, l'amant, tu voudrais vraiment savoir? Non, top secret. Peut-être que dans 100 ans, on saura quelque chose, comme dans le conte, la Belle au bois dormant, le prince, où il y a aussi les archives. Les archives, on ne peut pas les ouvrir, les révéler. Alors dans 100 ans, peut-être. Ok, voilà. Oh, ben, dans 60 ans, on les lira. Il y a aussi une petite dont tu dis qu'elle n'est pas ton enfant, qu'elle n'est pas l'enfant de Louise. Mais qui est-elle alors? Il me semble d'ailleurs l'avoir déjà rencontrée dans tes poèmes. La petite. C'est possible. Tu peux aller alors? Tu vas. Non, non, tu vois, bon. Moi, je vais. Bon, alors la petite, c'est vrai, ça m'a vraiment posé une question aussi. Donc, la petite, c'est vrai, à la page 58, c'est mis, la petite n'est pas son enfant. Bon, bien sûr, parce qu'on sait bien qu'à un endroit aussi, je parle de Louise et je dis, elle me ressemble, mais elle n'a pas de sœur,
elle n'a pas de mari, et la petite n'est pas son enfant, donc. Alors, on ne sait pas très bien qui elle est. Je pense, on ne peut même pas imaginer qu'elle est sa nièce, puisqu'elle n'a pas de soeur et pas de frère. Je me suis dit ça seulement aujourd'hui, mais je ne suis pas très forte en généalogie. Et puis, on pourrait imaginer qu'elle est une sorte de filleule. Parce que, par exemple, chez Pinget, et dans Monsieur Songe, il y a les nièces ont une grande importance. Les bonnes aussi. Il y a une bonne qui s'appelle Sosie et une nièce qui s'appelle Ciseaux. Mais dans mes histoires, il n'y a pas de bonne. Par contre, la petite, on ne sait pas. Donc, voilà, comme je disais, peut-être une arrière-petite nièce, quelque chose comme ça. Et si tu me demandes si dans ma vie il y a une petite, tu m'as aussi posé cette question. Non, je me demandais qui c'était, puisqu'elle est aussi dans tes poèmes. Oui, alors bien sûr, j'ai une petite. J'ai une petite qui a grandi, comme la petite de Louise a grandi. Et on parle de ces petites bottes roses dans l'histoire, on parle de choses de quand elle était petite. Et c'est vrai que Louise... Ah non, mais quand même, il y a une chose, heureusement que j'ai une mascogne. Ça s'appelle une mascogne. Ce que tu fais là, oui. Non, que non, oui. Pareil, ça s'appelle comme ça. Je ne sais pas chez nous, je ne sais plus comment on dit chez nous, Oui, mais c'est c'est très joli. Frédéric m'a dit une mascogne, c'est beaucoup plus joli. Alors donc, la petite, elle apparaît dans les histoires à la page 20, bien après la valise et l'amant. Ce qui n'est pas très joli, ça. Alors, on la voit qui saute dans les blagues et qui se pose des questions sur les mots. Par exemple, elle demandait la barcarolle, c'est une maladie. Elle était très curieuse, comme tous les petits-enfants. Donc, cette petite-là, la mienne, elle existe. Elle a grandi, elle a 29 ans. Elle a grandi, voilà. Merci Claire. Et pour terminer, j'aimerais qu'Anne-Laure nous lise la page 56. Tu veux, on a loupé la On a page loupé. 33. Oh non. Ah ben alors, je savais Oh, que la tu Moi, j'attendais qu'on me dise. Ah, excuse-moi. Bon, Ça, alors, on revient aux amants. ouais, Alors, pourquoi on pas. aux amants. Ouais, C'est après. jamais fini. Correspondance. Il y a bien longtemps, longtemps avant l'amant, un homme l'a aimé. Je vous ai lu dans les pages du mercredi. Lui écrit-il, votre poésie me parle. Tout ému, Louise répond par retour du courrier. Il répond à sa réponse et leurs lettres s'enchaînent jusqu'au jour où l'écriture de l'amoureux se fit de plus en plus brouillonne, inexplicablement échevelée. Il finit par expliquer l'inexplicable. Sa vue, pour une raison peu claire, baissait inexorablement. Il fut dans le flou, puis dans le noir, dans une obscurité traversée d'éclairs et de vagues lueurs. Heureusement, l'amour trouve des parades. Tâtonnant, l'aveugle découvrit une langue de signes aussi parlante que celle des mots. Louise apprit vite à la déchiffrer. L'aile d'une phalène jointe à la mélancolique figure d'une pensée disait « Je n'ai pas dormi une minute tant je pensais à vous ». Et s'il fallait préciser la nature des pensées, un morceau de papier au bord calciné signifiait, entre guillemets, « brûlante ». Un grain de riz voulait dire, entre guillemets, « pensée durement crue ». Un noyau de n'importe quel fruit, entre guillemets, pensée profonde, et la pelure de pomme en une seule volute odorante exprimait l'ardeur de pensée sans fin. Louise décodait du bout des yeux et des doigts, les mains moites, le cœur bondissant, et répondait dans la même langue. Son désir la poussait à trouver partout des verbes hardis, des bouts de phrases tremblantes. Dans l'herbe, une guêpe morte, une écorce rouge, un pétale meurtri. Dans l'ombre des chambres, une perle, du sang sur un mouchoir.
Les enveloppes épaisses et biscornues titillaient la curiosité du facteur. Ils dialoguèrent longtemps. Un jour, par une sorte de miracle, la vue de l'homme revint. La correspondance languit, puis cessa. Tu veux la dernière? La dernière, c'est la voix de Louise. Louise, a-t-elle existé? Où est-elle? J'ai perdu sa voix, et comment la joindre, et où la trouver? Ces temps, je me demande souvent si elle a toujours la même voix. Il arrive que les voix changent avec le temps, deviennent tremblotantes, chevrotantes. Au téléphone, on pense « c'est une vieille dame ». Alors, je compare la voix d'avant avec la nouvelle. Mais suis-je bonne juge? J'en doute. Comment être sûre? Sûre du rythme, de l'accent, du débit, de la tessiture et du choix des mots. Je doute. On dit couramment que le doute est fertile, qu'il est nécessaire pour créer. Ah oui? Pour moi, c'est le contraire. Douter me paralyse. Je reste des heures à hésiter, le stylo en l'air, le doigt immobile sur la touche. On me verrait comme la mélancolie, la joue et le menton dans la main, les yeux dans le vague. Et quand je me décide à choisir, agir, faire, c'est raté. J'ai besoin de confiance pour réussir, pas de doute. Pourtant, j'en suis sûre, elle a existé. Elle existe, Louise. Elle existe, Louise. Eh bien oui, nous venons de la rencontrer sous la plume de Claire Crenbull. Et j'espère que nous vous avons donné le désir de la connaître à votre tour. Si oui, notre libraire attitré a apporté ce livre que vous pourrez acquérir et faire dédicacer par l'auteur. Mais avant ça, est-ce qu'il y a des questions pour Claire dans le public? Ou pour Denise, c'est vrai qu'on n'a pas posé la question. Non, mais parce que je pensais que Denise allait le faire, et puis voilà. Non. Donc, voilà. On peut parler autour d'un verre. Hein. Alors, peut-être que des gens ont des questions à vous poser. Une question technique à propos du romanche. Quel est le romanche que vous utilisez? Moi, c'est le baladeur, qui est la langue de Bassangadine, qui est une des, disons, celle qui est le plus parlée. Il y en a 5, donc il faut dire que c'est 5 langues écrites. Ce ne sont pas des patois, ce sont 5 langues écrites avec une littérature qui date parfois du temps de la Réforme. Et alors celui qui me semble le plus facile, mais c'est aussi parce que je suis allée dans Bassangadine, c'est le baladeur. Parce que je viens de Kshkol, c'est pour ça que je demande. Voilà, eh ben, ouais, vous avez compris tout ce que j'ai dit. Voilà. Et puis autrement, mais celui qui est le plus parlé, c'est le Sourselvia ou Soursilvane, qui est parlé dans la vallée du Rhin, etc. Parce que bien sûr que c'est plus peuplé. Et puis il y a le baladeur, il fait partie du ladin. Il y a aussi donc le pouter qui est Haute-Agadine. Et puis il y a 2 langues beaucoup plus modestes. Il y a le Sout-Silvane et puis le Sourmiran. Et le Sout-Silvane, il n'est plus parlé que par quelques centaines de personnes. Et quand nous avons fait un livre qui s'appelait 5, il est là aussi, 5 idiomes, 5 dounas. C'était un livre qui devait rassembler 5 femmes qui parlaient 5 romanches différents. Et le livre était déjà programmé pour une lecture en Agadine, alors qu'on n'avait toujours pas trouvé la poétesse qui parlait le Sout-Silvane. Puis finalement, au dernier moment, on en a trouvé. Voilà.
est-ce que vous communiquez, par le fait que vous êtes jumelles, c'est quand même pas anodin, est-ce que vous communiquez pour vos écrits, je dis pas pour des conseils ou des inspirations, mais c'est très séparé. Non, je crois pas pour ça. Mais on se téléphone à peu près 5 fois par jour. Ces jours, oui, ces jours, parce que vous avez vu, peut-être qu'elle a le bras en écharpe, ce qui l'empêche d'aller par Mons et par Vaux. Et je n'ose pas dire que ça m'arrange, mais elle est à la maison, elle est tout le temps à la maison. Donc avant, on se téléphonait peut-être 3 fois, 2 fois, 3 fois. Maintenant, c'est en tout cas 5 fois. Oui, et puis vous avez dit que vous n'avez pas de téléphone. Non, mais téléphone fixe. Ah d'accord. Ah, c'est à la maison. À Oui, la c'est maison. Non, moi, je n'ai pas de téléphone. Je prends pas de téléphone. Oui, mais elle me téléphone, elle a quand même un téléphone Que pour elle. que pour téléphoner. Ah, ok. Et elle me téléphone depuis le train ou le bus. Et je me dis des fois, c'est tellement affreux ces gens qui téléphonent dans le train, dans le bus. Mais enfin, elle me téléphone, donc je ne peux rien dire. Je suis contente. Ouais. Mais non, alors au point de vue Écriture. je sais pas. D'accord. On dirait- Oui, j'ai relu des livres. Ah oui, oui, On oui. se relit. Ah oui, on se relit. On se relit. Non, surtout elle me relit parce que elle n'a pas besoin de moi. Moi, j'ai besoin d'elle. C'est pas vrai. Oui. C'est pas vrai. Ah. Je vais vous dire une chose. Vous savez pourquoi on a refait une maison d'édition? Parce que la seule chose qu'on sait faire sans se chicaner, c'est les livres. Oui, c'est vrai. 25 ans sans une chicane, sans même on pourrait dire, même, non, je veux dire, tout était tacite, tout coulait de source. Si une avait une idée, il disait, ah, mais il faudrait peut-être faire comme ça, Ah, ouais, ça l'autre me dit était tout de suite d'accord, il n'y avait pas de, c'est parce qu'elle pensait aussi comme ça, tout simplement, c'était pas venu à la surface. Donc oui, les livres, c'est tout ce qu'on sait faire ensemble. Sinon, c'est horrible, c'est la guerre. Téléphoner ça pour Oui, mais alors, Non, mais parce qu'on n'est pas ensemble. ah, ensemble dans la même chambre, On ne pas vivre ensemble. Ah, quelle horreur. Un jour. Non. Non, mais je crois qu'on a tout dit. Voilà.